Donc je pourrais très bien placer, des commandes ici, on va dire des instructions. Alors globalement, il y a trois types d'instructions. Il y a ce qu'on appelle les opérations d'entrée-sortie, les inputs, les instructions d'input. Je vais les mettre en commentaire comme ça. Les inputs. Comme par exemple lorsque vous faites appel à scanf, vous vous souvenez de cette fonction? Scanf. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Exact. Donc il sert à faire quoi? Lire. Il sert Lire. à, il sert à lire une donnée à partir du clavier. Oui. Et puis de placer cette donnée dans une case mémoire préalablement déclarée, dans une variable qui a été déclarée. Donc il a sa syntaxe, je ne vais pas rester ici trop longtemps dans ces syntaxes. Je rappelle juste globalement pour avoir une idée sur l'ossature globale. Ça, c'est le premier type d'action ou d'instruction. Deuxième type d'instruction, c'est les outputs. Je vais le mettre à la fin, ici. Je vais donc encore revenir effacer. Alors, donc, je vais dire en deuxième lieu, je trouverai, je change de couleur, comme ça vous distinguez entre les types d'actions. Ici, plutôt, c'est les calculs ou bien les affectations, c'est ce qu'on appelle des affectations. Affecter, affecter quelque chose, ça veut dire modifier. Affecter quelqu'un, ça veut dire changer son rôle. D'accord? Changer son statut ou son état. Alors donc, je pourrais par exemple affecter à une variable en écrivant x reçoit. Reçoit donc un calcul, souvent une expression, une formule qui permet de faire le calcul, qui permet d'évaluer une valeur, et puis cette valeur-là, il serait posée après dans la case mémoire nommée x. C'est ce qu'on appelle les affectations. Affectations, donc il y a les inputs, il y a les affectations, les actions d'affectation. Et puis, qui peut me dire qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on devrait avoir encore au niveau des types d'actions? Monsieur, Oui. print F. Print Oui, F. exact. C'est ce qu'on appelle les outputs. Oui. Les outputs. Donc, input pour que le programme puisse acquérir des données. Pour communiquer une donnée au programme, si je schématise le programme comme ça, par une boîte, c'est ça notre programme. Pour faire une donnée qui va de l'extérieur vers le programme, c'est les inputs, les in. Ça, c'est notre programme. Pour faire l'inverse, des données qui sortent vers l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle des outputs. Et à l'intérieur, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait des inputs? On les transforme. On les transforme par les opérations de calcul, par ces opérations-là. Et justement, il y a plusieurs moyens d'exprimer un output. Comme vous dites, il y a l'appel à la fonction printf. Printf, c'est pour écrire des données à l'écran. Donc par défaut, quand vous faites appel à printf, c'est pour visualiser des résultats à l'écran. Par contre, quand vous faites un scanf, c'est plutôt pour acquérir une donnée depuis le clavier. Je vais mettre ici le clavier. C'est des boutons, ça, c'est les touches. Ainsi de suite. Donc pour transmettre une donnée du clavier vers l'intérieur, vers le programme, c'est scanf. Pour fournir ou restituer des résultats vers l'utilisateur, notamment au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, c'est plutôt printf. Mais les inputs, il va falloir que je les transforme, que je les combine. Et pour combiner les valeurs des inputs afin d'obtenir les outputs, il faudrait alors que je mette des calculs. Voilà, donc c'est ça ce qui constitue globalement la deuxième section, la section que j'ai appelée les instructions. Et puis ces deux sections, ils sont en fin de compte encadrées par les deux accolades, l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Donc de cette manière. Regardez, je vais miniaturiser un petit peu pour vous montrer la vue globale. C'est ça donc ce que constitue ou ce qui constitue une fonction. Et si je reviens donc tout au début pour dire c'est quoi notre programme C.
Et comme j'ai déjà cité au début, c'est un ensemble de fonctions. Et chaque fonction, donc, si je veux voir son intérieur, il serait alors composé de deux parties, des déclarations plus des instructions. Mais rien n'empêche aussi que vous pouvez faire des déclarations au niveau du programme. C'est-à-dire si j'efface un peu ça, pour juste agrandir un petit peu, je vais effacer ça. Regardez, donc il y a une liste de fonctions, ça c'est vrai, mais je pourrais bien, donc tout au début de la liste, la couleur c'est le noir. Non, non, j'étais en train d'effacer, donc ici on a dit le programme, ça c'est le programme C. Je pourrais bien faire des déclarations là aussi. Déclaration. C'est exactement des choses comme ce que j'ai dit là. Déclaration de variables, de constantes et de types. Sauf que ces déclarations que vous mettez ici, en dehors de fonctions, ils ne sont pas contenus dans une fonction, ils appellent des déclarations globales. Déclaration globale pour créer des objets globaux et puis une liste de fonctions. Donc première fonction, deuxième fonction, troisième fonction. Vous pouvez avoir autant de fonctions que vous souhaitez. Et dans chaque fonction, il y a la structure que je viens de vous dire. C'est-à-dire, vous trouvez des déclarations, c'est cette structure-là. Vous trouvez des déclarations, vous trouvez des instructions qui sont de trois types. Des instructions d'appel pour appeler la fonction scanf pour faire une saisie, printf pour faire un affichage, ou bien les calculs pour transformer les inputs afin d'obtenir les outputs. Voilà, donc globalement, ça résume un petit peu ce que vous avez déjà vu. Ça synthétise globalement ce que vous avez déjà vu dans le cours du premier module. Alors, maintenant, c'est quoi le plus? Qu'est-ce que nous voulons acquérir de plus? Ben, nous voulons donc aller vers un autre style de programmation qui n'est pas basé uniquement sur les éléments dont j'ai parlé maintenant, à savoir la fonction, la variable, la constante, le type. Ce sont les quelques éléments, l'instruction, les quelques éléments dont on dispose pour écrire des programmes C. Alors, mais ces éléments-là, ils sont tellement petits que les programmeurs passent beaucoup de temps pour exprimer leur programme. Et on a besoin donc d'avoir d'autres éléments beaucoup plus grands qui vont nous permettre de produire cette activité de programmation ou de faire des programmes de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus vite. Et justement, ce paradigme-là, c'est ce qui constitue excusez-moi, j'ai donc fermé le diaporama. Alors, je répète, donc j'ai dit pour le plus au niveau de la programmation orientée objet, c'est qu'on va travailler avec des éléments de construction qui vont nous permettre de construire les programmes qui sont beaucoup plus grands que les éléments qu'on a dans C. Alors, et l'élément ici, il apparaît déjà par son nom, c'est ce qu'on appelle l'objet. D'accord? On va pouvoir construire des applications, bien des programmes, en travaillant avec des objets. Alors, je vais juste revenir à mon tableau blanc pour vous faire un peu la différence, pour vous faire comprendre c'est quoi une différence entre ce qu'on a du côté de la programmation C et ce qu'on veut découvrir du côté de la nouvelle façon de programmer. Et le langage avec lequel on va programmer, c'est le langage Java. Alors ici, on a, comme on vient de dire, les concepts avec lesquels on travaille, ou les éléments avec lesquels on travaille, c'est les types simples qui sont fournis par le langage, ou bien construits, ou bien composés, que nous devons faire nous-mêmes, mais ça ne représente que des données ça ne permet que de définir des objets variables qui vont porter les données, ou bien les objets constantes, qui vont porter des valeurs mais fixes. Ça, c'est les premiers éléments qui constituent un langage C. Alors, deuxième élément, c'est les fonctions. Et ces fonctions-là,
ils sont baptisés en utilisant des instructions. Ils sont construites en se basant sur des instructions ou sur l'écriture d'instructions ou bien d'actions. Et on a dit qu'il y a trois types d'instructions. Il y a les appels aux inputs, comme par exemple faire appel à scanf, les calculs, les affectations, et les outputs, le printf. C'est donc tout ce qu'on a au niveau de ce genre de programmation. Alors ici, en fait, la première chose qu'on va constater, il y a un petit bruit, donc peut-être que quelqu'un a laissé ouvert son micro. Si vous voulez bien donc les éteindre, s'il vous plaît. Sauf si vous voulez donc soumettre une remarque ou une question. Et comme en présentiel, vous avez le droit de le faire à tout moment. Il suffit juste d'ouvrir votre micro, vous parlez, et moi je vais vous entendre, vos camarades aussi. Mais dès que vous terminez, vous fermez votre micro, parce que j'ai de l'écho j'entends un bruit. Alors, je vais continuer. Donc, de l'autre côté maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des objets. On a ce qu'on appelle des objets. Alors, c'est quoi un objet? Un objet, c'est une généralisation de la notion de variable. Regardez, je vais faire une flèche ici. Et je vais dire que je vais, en passant de C vers un style de programmation comme Java, je vais faire ce qu'on appelle une généralisation. Et ce terme-là, vous le connaissez parfaitement. Faire une généralisation. Généraliser, c'est passer de quelque chose de petit vers quelque chose de plus général, plus grand. Alors, l'objet est une généralisation de la notion de variable. Et comme la variable, c'est un bloc mémoire, donc l'objet aussi est un bloc mémoire. Mais c'est un bloc mémoire qui contient plusieurs données. Il contient plusieurs données. C'est un peu comme le point que j'ai fait tout à l'heure. Il regroupe le X et le Y. Là, ça peut contenir, par exemple, je pourrais faire un objet pour un étudiant. Et donc, ça va contenir toutes les données sur l'étudiant, comme par exemple son matricule, son nom, son prénom, etc. Mais en plus de ça, je vais faire avec une autre couleur, il contient des méthodes de travail ou bien des comportements. C'est un peu l'équivalent des fonctions. C'est l'équivalent des fonctions qu'on a du côté du langage C. Donc, je vais mettre en vert les données contenues au sein de l'objet. C'est l'équivalent de ce qu'on a là. Et les fonctions qu'on a au sein de l'objet aussi, c'est l'équivalent des fonctions. Mais tout ça dans un seul être, qui est l'objet. Vous voyez donc, et ces constituants qu'on a là, il exprime des dynamiques ou il exprime des possibilités de comportement ou bien de travaux destinés ou fournis à l'objet. L'objet, à tout moment, il peut exécuter ses tâches pour qu'il fasse une activité au sein de l'application que nous aurons l'intention de faire. Alors, ces activités-là, on les appelle des méthodes de travail, des méthodes. Méthode. Pour ne pas dire fonction, le terme qu'on préfère dire plutôt c'est méthode. Alors ici aussi, pour ne pas dire des variables, on les appelle des propriétés. Donc un objet, il est composé de deux composantes. Une composante data, une composante qui contient les données, une composante qui contient les traitements. Mais le tout, les deux sont regroupés dans la même entité, dans le même bloc, qu'on appelle tout simplement un objet. Donc on veut commencer à construire des applications avec des entités beaucoup plus grandes. Parce qu'une seule entité, regardez, elle est composée de beaucoup de choses. Contrairement, ici, on a des éléments isolés. C'est un peu comme si je fais cette analogie, comme si quelqu'un veut construire des systèmes partant, si j'appréhende la chimie, partant des atomes, c'est-à-dire on construit en ayant comme possibilité des atomes que je vais agencer, que je vais relier entre elles pour créer des molécules, pour créer de la matière. Alors que là, on n'a pas à la base, on n'a pas des atomes, on n'a pas quelque chose de trop petit.
On a plutôt directement des molécules. C'est beaucoup plus grand et par conséquent, on a même des métaux ou bien des matières. Ça veut dire que je pourrais, si je veux faire un système, si j'ai déjà une bibliothèque de métaux, je pourrais donc les agencer. Ça me permet de faire plus vite que si je devrais, en faisant la même chose, commencer à partir